Imaginez un jardin qui respire la vie, où chaque plante, chaque arbre, chaque fleur est en harmonie. Un jardin qui ne se contente pas d'être beau, mais aussi d'être accueillant. Vous décidez de vous asseoir au pied d'un arbre. Nous sommes à l'automne. La pluie des derniers jours a rafraîchi l'ambiance. Une odeur s'échappe légèrement des feuilles mortes laissées là, dans les massifs. C'est l'odeur de champignons ou celle de l'humus en devenir ? Bienvenue dans Paysagistes de demain, le podcast du réseau Alliance Paysage qui vous accompagne avec cette première saison vers une conception plus respectueuse de l'environnement. Je m'appelle Thomas Gentillot, formateur et ingénieur paysagiste. Aujourd'hui, nous allons explorer comment intégrer le respect du sol dans les aménagements et l'entretien des jardins. Et pour cela, nous interrogerons François Boutet de Paysage Conseil, une entreprise de Normandie, adhérente du réseau Alliance Paysage et participante au projet Paysagistes du vivant. En entrant dans un jardin, si on ouvre bien ses yeux et si on pense sol, il est évident, voire limpide, qu'il est là, partout. C'est le socle de l'ensemble de l'espace qui nous entoure. Mais le sol est bien plus qu'un simple support pour les plantes, nos cheminements ou nos terrasses. C'est un écosystème complexe qui joue un rôle crucial dans la régulation de l'eau, le cycle des nutriments et de la biodiversité. Donc un sol sain est essentiel pour la bonne santé des plantes, la filtration de l'eau, la préservation de la biodiversité ou encore la séquestration du carbone. En ne respectant pas le sol, nous risquons de provoquer l'érosion, la perte de fertilité et la dégradation des habitats naturels. En somme, prendre soin du sol, c'est prendre soin de l'ensemble du jardin et de ses habitants. Alors, comment intégrer le respect du sol dans nos aménagements et entretiens de jardin ? Quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place ? C'est ce que nous allons essayer de découvrir dans cet épisode. Et pour découvrir plusieurs bonnes pratiques qui ont été identifiées par le projet Paysagistes du vivant, plongeons dans la mare aux libellules. Pour commencer, l'un des principaux défis que nous avons identifiés, c'est de sensibiliser nos clients à l'importance de prendre en compte et de respecter le sol en place, notamment lors de la conception du jardin. Et pour relever ce défi, la démarche d'éco-conception de service peut être mise en place. Cette démarche inclut plusieurs étapes allant du cadrage du projet à l'évaluation environnementale, en passant par la recherche de pistes d'éco-conception et la mise en place de ces pistes. Pour intégrer le respect du sol dans nos aménagements et le soin des jardins, nous pouvons retenir 4 bonnes pratiques particulièrement pertinentes. 1. Co-construire une feuille de route et embarquer toute l'organisation. 2. Faire une formation en agronomie pour l'ensemble de l'organisation. 3. Créer un guide de bonnes pratiques pour les clients. 4. Adapter le discours commercial. Voyons tout ça en détail. Alors la première bonne pratique, c'est co-construire une feuille de route et embarquer toute l'organisation de l'entreprise. Alors c'est quoi l'objectif ? C'est sensibiliser et embarquer toute l'entreprise dans la démarche d'éco-conception. Cela inclut la formation des équipes et la création d'une feuille de route pour guider les actions futures. Et devinez quoi ? Paysage Conseil a mis en place cette pratique avec succès. On y reviendra. 2. Faire une formation en agronomie. Oui, c'est déjà inclus dans le 1. Mais on l'a mis aussi en bonne pratique principale parce que c'est essentiel. Et oui, pour améliorer nos connaissances et nos pratiques, il est important de se former en agronomie. Cette formation permet d'augmenter les compétences des équipes en matière de bonnes pratiques environnementales. Ça aussi, Paysage Conseil l'a mis en place. Et oui, l'entreprise a identifié cette nécessité et l'a intégrée à son plan de formation 2026 pour les équipes. D'autres entreprises ont entamé la même démarche et le constat est clair, la plupart des professionnels se souviennent vaguement du complexe argilo-humique, mais pas beaucoup plus. Et oui, ils ont rarement pu expérimenter le lien entre théorie et pratique professionnelle. D'ailleurs, ne négligez pas le programme et la méthode pédagogique proposés par le centre de formation qui pourrait vous accompagner sur cette thématique centrale. Troisième action intéressante, créer un guide de bonnes pratiques pour aider les clients à prendre soin de leur sol. Ce guide pourrait être disponible en 2 versions. Une version simple et gratuite à disposition des clients, et puis une version plus complète, voire même peut-être payante. 4e bonne pratique, adapter son discours commercial. Pour mieux communiquer notre approche d'éco-conception, il est important d'adapter notre discours en rendez-vous. Des explications sur la démarche peuvent être intégrées dans les mails de confirmation des rendez-vous avec les clients. Une pré-analyse du sol pour améliorer sa connaissance et impliquer les clients peut être aussi mise en place. D'ailleurs, le réseau Alliance Paysage a développé un kit permettant aux chargés d'affaires et aux opérateurs terrain d'avoir un premier aperçu du sol de leurs clients. Voilà donc 4 bonnes pratiques à mettre en place. Car n'oublions pas que le sol est le socle vivant de notre métier. Pourtant, ce patrimoine invisible est trop souvent négligé dans nos pratiques. Prenons un instant pour rappeler son rôle fondamental dans les équilibres écologiques. Les sols sont bien plus qu'un simple support. Ils constituent le 2e plus grand réservoir de carbone de la planète après les océans. Ils stockent ainsi près de 2500 gigatonnes de carbone organique, soit plus que l'ensemble des plantes et de l'atmosphère combinée. Cette capacité de séquestration est cruciale dans la lutte contre le changement climatique. Sur le plan de la biodiversité,
Un seul gramme de sol sain peut abriter jusqu'à 10 000 espèces différentes d'organismes. Bactéries, champignons, nématodes, acariens. Ces organismes forment un écosystème complexe qui assure 90% du recyclage des nutriments essentiels à la vie des plantes. Pour nous paysagistes, comprendre ces mécanismes est essentiel. En 1998, il a été prouvé qu'un sol bien structuré retient jusqu'à 9 fois son poids en eau, réduisant considérablement les besoins en arrosage. De même, en 2008, il a été prouvé qu'un sol bien structuré contient des réseaux fongiques, mycorhizes, qui augmentent de 30 à 40% l'absorption des nutriments par les plantes. Et enfin, le FAO considère qu'un sol peut stocker l'équivalent de 5 à 10 ans de fertilité s'il est bien géré. Des études récentes montrent que 68% des sols européens présentent des signes de dégradation, érosion, compaction, appauvrissement organique. En tant que professionnels du paysage, nous avons un rôle clé à jouer pour inverser cette tendance. Savez-vous qu'une couche de 5 cm de sol met entre 200 et 1000 ans à se former naturellement ? Chaque intervention sur un jardin est donc une opportunité de préserver ou de régénérer ce capital précieux plutôt que de le dégrader. N'oublions pas que la santé des sols est directement liée à celle des plantes. Un sol vivant et équilibré réduit les maladies des végétaux de 30 à 50%, ça c'est des données de 2000, améliore la résistance des plantes au stress climatique, une nouvelle donnée de 2010, et permet une meilleure récupération après des périodes de sécheresse, ça c'est 2012. Ces données nous rappellent l'urgence et l'importance de repenser nos pratiques pour intégrer pleinement le respect du sol dans chacun de nos projets. Pour en savoir plus sur ces bonnes pratiques et leur mise en œuvre, nous avons invité un représentant de Paysage Conseil. Il va nous rejoindre sur la terrasse du jardin de ce podcast. Bonjour François, et merci d'être avec nous aujourd'hui dans Paysagistes de demain. Avant de commencer à donner la parole à François, je tiens à préciser que tu n'es pas habitué au podcast et surtout que tu vas nous partager le fruit d'un travail collectif que tu ne veux pas dénaturer. Les auditeurs seront indulgents avec le ton assez lu de tes réponses, mais chers auditeurs, vous verrez en tendant l'oreille l'engagement et l'intérêt des pratiques de cet adhérent normand du réseau. Alors peux-tu nous en dire un peu plus sur les bonnes pratiques pour le respect du sol que vous avez mis en place pour les aménagements et le soin des jardins ? En ce qui concerne l'entretien de jardin, nous ne parlons plus d'entretien mais de soins de jardin. L'idée est de respecter le vivant, faire de la taille douce. Si nous ne matraquons pas une plante parce qu'elle gêne, c'est certainement que ce n'est pas sa place. Essayez quand c'est possible de faire de la tonte raisonnée, privilégier des paillages organiques, pour les gazons effectuer des apports d'amendement plutôt que de l'engrais, créer des composteurs, broyer et laisser sur place les déchets de taille. Pour la partie aménagement, l'objectif premier c'est de prendre en compte le sol et la végétation en place afin de travailler avec lui et de non plus casser l'écosystème en place afin de repartir à zéro, mais de travailler avec l'existant. Ok, merci. Alors, quels sont les principaux défis que vous avez rencontrés lors de la mise en place de ces bonnes pratiques ? Nous sommes encore aux bases et fondations du projet. Toutefois, depuis très longtemps, nous travaillons le sol avec un paillage naturel dépourvu de bâches et avec des compositions végétales diversifiées et adaptées à notre région. L'enjeu désormais, c'est de monter en compétence en incluant plus régulièrement des analyses de sol et en modifiant la façon d'appréhender nos travaux de sol. Notre impact sur le sol en place doit diminuer afin de préserver encore un peu plus l'écosystème en place. Cela passera sans aucun doute sur une analyse plus détaillée des sols en place afin d'apporter uniquement au sol ce dont il a besoin. Concernant le soin de jardin, la formation de nos collaborateurs a énormément aidé. Au top. Et comment avez-vous réussi à sensibiliser vos clients à l'importance de respecter le sol en place ? Tout simplement en s'appuyant sur la situation actuelle environnementale. Nous sommes en première ligne afin de limiter les conséquences du réchauffement climatique. Notre attitude, discours et décisions stratégiques doivent être en adéquation avec le défi environnemental que nous rencontrons. Nous avons un rôle pédagogique, c'est vraiment très important. Et concrètement, toi François, au quotidien, quand tu es avec les clients, la question du sol, comment tu l'abordes pour essayer de les sensibiliser, parler de ça ? C'est souvent donc, quand je les rencontre pour le rendez-vous de choix de mes végétaux. Il y a des fois des clients qui souhaitent des végétaux bien précis et rien que par la nature du sol, des fois c'est pas possible. Donc ça commence par là, en disant voilà, on ne peut pas tout faire. Parce que vous voulez quelque chose que ça sera forcément réalisable. On doit faire attention à l'existant, à ce qu'il y a en place et surtout aux caractéristiques techniques que les plantes ont besoin. Ok. C'est vraiment le premier point.
Et après, c'est en montrant sur notre jardin expo tous les endroits où nous avons nos paillages organiques, par exemple. Ça m'arrive d'écarter le paillage, montrer le sol, montrer qu'il est bien meuble. On voit la vie qui est présente déjà dans le sol. On remarque des choses déjà visuellement très rapidement. Alors que j'ai des sols des fois qui étaient peut-être tassés, où j'ai du paillage minéral, et je montre aussi, et on voit bien la différence. Le sol est plus tassé, on trouve moins de vie, enfin c'est un peu plus mort tout ça. J'avais une question plus pratico-pratique. Je me demandais comment vous gérez le tassement des sols avec les machines sur chantier. En fait, ça dépend des chantiers. On a abordé ces sujets-là de tassement de sol. Et après, c'est surtout qu'aujourd'hui, on n'a pas encore vendu un jardin éco-conçu dans sa globalité. Maxime, lui, est chargé d'affaires et vend des jardins complets avec des accès, des plantations, enfin de l'éclairage, un peu tout. Moi, quand je vais vendre des jardins, je vais plus vendre des massifs. Par exemple, j'ai été appelé dernièrement chez une cliente qui voulait me voir pour un contrat d'entretien. Parce qu'elle vieillit, elle en a marre de tondre. Donc j'y étais et au final, j'ai pas vendu de contrat d'entretien de tonte. J'ai vendu le fait de refaire une grosse partie de la zone gazon en massif. Qui fait que j'ai vendu 175 mètres carrés de massif, tu vois. Tout en gardant un cheminement en gazon à travers ces massifs. Ce qui fait que mon collègue, lui, quand il a travaillé avec une pelle mécanique. Il circule pas, il fait pas des allers-retours. Il avance avec ses plaques d'envol sur le gazon. Et après, il rentre dans le massif, il bêche à mesure, il recule. Et il travaille ça comme ça. Avec tu m'as dit des plaques ? Avec des plaques d'envol. C'est une grande plaque qu'on met sur le sol pour que les chenilles puissent circuler dessus, quoi, pour éviter d'abîmer. Sans trop abîmer. Ça a quand même un impact, mais je pense moins important que s'il y avait rien. La charge est répartie. Oui. Et ça, c'est un élément, les plaques d'envol, ce que tu appelles. Oui. C'est un élément que vous utilisez depuis longtemps ou Moi, les plaques d'envol, ça fait 20 ans que je les vois, à peu près. Il y a une culture du vivant dans le jardin qui est présente depuis plus de 40 ans, depuis qu'Eric a créé l'entreprise, c'est sûr. Et donc, ma deuxième question, c'est comment est-ce que vous gérez ces substrats ? Est-ce que vous faites des apports de terre ? Est-ce que vous amendez la terre ? Est-ce que vous laissez la terre en place ? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? C'est encore aléatoire et ça dépend des jardins que nous prenons. Par exemple, un jardin qui se situe dans un lotissement neuf, la problématique, c'est que les terrassiers, souvent, sont venus avant, ont tout défoncé, ont tout évacué ce qui était bon et ont mis que de la merde autour. Et ça, ce côté-là, j'ai pas le choix que de réévacuer la merde pour ramener de la terre. Si les niveaux sont pas bons, on va réévacuer pour ramener de la bonne terre. Sur ces lotissements, là, pour le coup, vous sondez de manière plus importante les jardins pour savoir un peu dans quel état est le sol. Tes collègues chargés d'affaires doivent pas mal travailler ça, non ? Le sol, ouais. Au départ, ouais. Oui. Ouais, donc vous avez déjà un réflexe à aller regarder en profondeur le sol. Après, il y a des surprises des fois quand même. Des fois, le dessus peut être bon et beau et dès qu'on va vouloir creuser, c'est plus bon, quoi. Ouais. Mais ça, c'est vraiment aléatoire. On travaille sur un territoire vraiment très très grand et puis des fois même sur le même territoire à 500 mètres l'un de l'autre, des fois on a des surprises et c'est relativement différent, mais on a quand même l'idée d'essayer de travailler l'existant au maximum. Ça, c'est de garder et de conserver ce qui est présent, ça c'est clair. C'est pas systématique, on va pas dire on décaisse ou on encaisse, non, ça marche pas comme ça. Après, les collaborateurs qui sont donc les chefs d'équipe, qui sont au niveau de la création, ont aussi cette sensibilité-là. Des fois, les chargés d'affaires ne voient pas forcément qu'il y avait des choses négatives dans le sol. Quand les chefs d'équipe interviennent après et remarquent des choses, eux aussi adaptent et interviennent directement sur le sol. C'est vraiment un travail d'équipe, ça. Dernière question, d'où vient votre substrat en fait quand vous devez faire un apport ? Est-ce qu'il vient d'un terrassier ? Est-ce qu'il vient de terre que vous avez récupérée sur un autre chantier et que vous réamendez avec vos déchets verts ? Comment vous approvisionnez vos jardins et avec quel substrat ? Nous, on a une décharge, une carrière, on appelle ça la carrière où on met tous nos déchets verts et où, une fois par an, ces déchets verts sont broyés et ensuite on a une zone de compostage où on fait notre compost. Aujourd'hui, ce compost-là, on le travaille pas forcément encore assez, peut-être parce que justement on maîtrise pas forcément son contenu et que ça peut poser problème si ça me brûle mes plantes, si ça me brûle tout ça, tu vois. Dans la proportion d'utilisation, je pense qu'on n'est pas encore bon là-dessus. Voilà, ça on l'utilise pas à 100%. Ça arrive qu'il y en ait de mélanger, si tu veux, avec on a un tas de terre végétale où on va mélanger un tiers de compost, 2 tiers de terre. Tu vois, on va vraiment mélanger ça comme ça pour revaloriser nos déchets, okay. Mais c'est pas systématique. Ouais, il y a un joli projet en tout cas possible. Là, on a du boulot là-dessus. Faut le voir en positif, quoi, de se dire tiens, on peut encore évoluer. Ah, quoi. C'est sûr. On peut évoluer et Eric a mis en place les choses, mais c'est pas encore exploité à 100%. Allez François, je t'emmène dans la cabane du jardinier. Bon voilà, on y est. Bon en fait, on est dans une cabane de jardinier un peu influenceur de son entreprise. Et donc toi, François, avec tes 2 acolytes du projet paysagiste du vivant, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour embarquer toute l'entreprise ?
L'idée là de faire un jardin par les apprenants, c'est vraiment bien, je pense. Ça va commencer à montrer un peu ce qui peut se faire. Et ce que disait Maxime sur le fait de sensibiliser ces jeunes générations sur ce côté éco-conception, après on arrivera à faire des choses sympas, je pense, avec le temps. Ça, c'est ce qui va marcher demain. C'est nos jeunes collègues qui vont arriver, qui vont taper dedans et qui vont vouloir que ça, quoi. Et aujourd'hui, en plus, je suis président de la maison familiale de Cerisy. Donc je vais pouvoir en mettre une petite couche au niveau de l'équipe pédagogique. Tu vois, pour que ce soit abordé aussi, je pense. Ça y est pas du tout abordé, ça, aujourd'hui. Et je pense que c'est un lien qu'on doit avoir entre les entreprises et les centres de formation. C'est le pari de demain, ça, enfin, c'est sûr. Merci encore François de ton passage dans Paysagistes de demain. Voilà, nous arrivons sur la fin de ce 4e épisode de Paysagistes de demain. Merci d'avoir pris le temps de l'écoute. Nous espérons que vous avez trouvé ces informations utiles et inspirantes. N'oubliez pas de visiter le site web du podcast. Vous pourrez y trouver les résultats de ce grand projet mené par le réseau avec l'ADEME et toute une équipe. D'ailleurs, vous pourrez y trouver le guide des premiers pas en éco-conception régénérative de jardin. Un grand merci pour cet épisode à François Boutet de Paysage Conseil, ainsi qu'à toute l'équipe du programme Paysagiste du Vivant. Et un autre grand merci à l'ADEME et bien sûr au réseau Alliance Paysage.